Bon, Ok. Pierre, alors tu découvres les locaux du MRAP, hein, les locaux de la permanence du MRAP ici à Mont-de-Marsan. Mont-de-Marsan, la ville de Trois-Rivières, je te le dis. Hein. Et c'est là qu'on reçoit effectivement quantité de personnes qui viennent nous solliciter pour résoudre certains de leurs problèmes de leur vie quotidienne, des difficultés auxquelles ils sont confrontés, des problèmes statutaires, des problèmes de discrimination, et il y en a ici comme ailleurs, des problèmes de racisme qu'ils peuvent subir dans le quotidien, et qui viennent ici chercher conseil et être accompagnés dans les démarches, ce que nous faisons. Et c'est Amina ici, donc notre permanente, qui reçoit, et je te donne le chiffre, il est dans une ville comme Mont-de-Marsan, qui n'est pas la capitale hein, de la France, et bien dans cette ville-là, on a 2000 visites à l'année dans ces locaux. Ce sont effectivement les dossiers que tu as pu voir ici, et derrière ces dossiers, il y a à chaque fois des personnes. Et ces gens viennent nous voir. Donc comment tu appréhendes cette permanence, comment la vois-tu au travers de et cette soirée d'hier soir, où beaucoup des gens qui viennent ici étaient dans cette soirée d'hier soir, donc tu as pu voir donc au travers de ça l'illustration de notre activité. Comment perçois-tu cela? Oui, ben, cette permanence témoigne de ce qu'est la lutte antiraciste, de ce qu'est les moyens que se donne une association pour effectivement accompagner, soutenir les principales victimes du racisme en France. Car, on a bien compris, les régularisations, victimes de discrimination à l'embauche, à la culture, au logement, c'est l'essentiel effectivement de ce racisme systémique, de ce racisme qui est un racisme d'État, institutionnel, qui s'inscrit dans un système oppresseur, qui est le constat aussi d'un ordre social inégalitaire. Et le MRAP des Landes a démontré par cette salle comble hier soir, qui s'intéressait à la loi de 72 sur l'arsenal législatif en France de la lutte contre le racisme, a démontré effectivement à quel point le travail au quotidien s'intéressait à lutter contre ce racisme systémique. Oui, effectivement Pierre, là, on a parfaitement conscience de lutter contre ce système inégalitaire qui frappe toujours les mêmes catégories de population, toujours. C'est les populations post-coloniales, les Roms, ce sont toujours les mêmes qui subissent. Et effectivement, notre permanence est au cœur de ce combat. Maintenant, une question se pose, elle est d'actualité. Nous avions au MRAP, parce qu'en dehors de ce soutien personnalisé aux gens, aux personnes donc, qui sont confrontées aux problèmes de la vie quotidienne et au racisme systémique, nous avons aussi des interventions scolaires, périscolaires, et très souvent, les jeunes dans les établissements scolaires nous posent la question, mais est-ce que vous luttez contre toutes les formes de racisme? Et depuis notre histoire même, depuis la création de cette fédération, nous avons toujours eu un discours sans ambiguïté, disant aux jeunes, et aux moins jeunes d'ailleurs, nous luttons effectivement contre tous les racismes. Il y a effectivement un racisme systémique qui nous occupe, qui occupe le gros de notre temps, mais il y a aussi la nécessité d'expliquer à chacun que le racisme est partout et que l'antiracisme doit être universel et s'adresser à toutes les formes de racisme. Et on voit aujourd'hui émerger des discours beaucoup plus relativistes en matière de racisme. Et ça nous inquiète. Ça vient complètement en contradiction avec le langage et le discours pédagogique que nous avions auprès de ces jeunes et de ces moins jeunes, en expliquant que tous les racismes doivent être condamnés et doivent être sanctionnés. Alors, soit par la pédagogie, dans certains cas, soit effectivement par la sanction. Alors, ce problème aujourd'hui, ce débat autour de ce racisme qui commencerait maintenant à être à géométrie variable nous inquiète. Au-delà, effectivement, du racisme systémique contre lequel nous luttons prioritairement. Bah, si tu le sais, le MRAP, dans les années 70, a changé la dénomination de son acronyme. Il est resté avec le MRAP, mais alors qu'il s'appelait avant Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et pour la paix, il est devenu Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un postulat philosophique qui consistait à dire que l'universalité est au cœur du combat antiraciste. Il n'est plus question de hiérarchiser les racismes, où il n'est pas question, ne serait-ce que de les séquencer. Le racisme et la lutte contre le racisme, c'est un tout indivisible, et c'est au cœur de ce postulat philosophique, l'universalité, que le MRAP mène son combat. Alors c'est vrai que ça implique certaines conséquences.
Et notamment que, eh bien, on combat de la même manière un acte raciste à l'encontre d'un Rome, qu'à l'encontre d'un Juif, qu'à l'encontre d'un musulman, qu'à l'encontre de qui que ce soit, et y compris des manifestations à l'encontre du racisme anti-blanc. Alors, le racisme anti-blanc ne peut pas être comparé, parce qu'il n'est pas comparable avec le racisme systémique dont on a parlé précédemment. Dans les 2000 dossiers qui sont dans cette armoire, il n'y a aucun dossier qui intéresse directement le racisme anti-blanc, mais ça existe. Et à partir du moment où ça existe, le MRAP, qui est une association qui se donne vocation à lutter contre le racisme, doit le constater et doit l'analyser. L'analyser, ça veut dire qu'on ne doit pas le considérer comme tabou, mais on doit, en revanche, s'intéresser à ses causes. Or, à quoi assiste-t-on? On assiste effectivement d'un côté à un enfermement identitaire, à des revendications identitaires, à l'extrême droite, mais pas seulement l'extrême droite, également aujourd'hui affiché par la droite copéiste, pour faire un raccourci. On a bien compris effectivement que ces thèses identitaires étaient des thèses qui étaient reprises par un parti démocratique faisant partie effectivement de la République à part entière. Et beaucoup plus paradoxalement, on s'aperçoit que d'un autre côté, des discours communautaristes, un espèce de corpus de discours communautaristes, eh bien, participent également à cette racialisation des esprits, à cette racialisation de la société, un peu en réponse, en écho à cet enfermement identitaire reproduit à l'extrême droite et dans la droite. Un peu comme si, en fait, nous avions deux faces d'une même médaille, l'assignation identitaire. Et ça, c'est très, très préoccupant. Très préoccupant, pourquoi? Parce que quand il s'agit d'une réaction émotive, d'émotion, ou purement ponctuelle, eh bien oui, on peut comprendre que des victimes de discrimination soient elles-mêmes en situation d'exaspération, soient elles-mêmes en situation de désarroi, et qu'elles puissent, même si on condamne les actes, on peut effectivement considérer que ces manifestations sont plus des réactions qu'un racisme institutionnel. Sauf que, lorsque ces réactions sont agrégées autour d'un support idéologique, et c'est là où le danger... Qui essentialise le blanc. Qui essentialise le blanc. Et c'est là où le danger, pour nous, est peut-être extrêmement important. Parce que ce corpus communautariste, ce support, ce début de support idéologique peut faire système à son tour. Et nous assisterions effectivement à une racialisation aboutie de la société, aboutie des esprits, puisque d'un côté comme de l'autre, il y aurait effectivement les uns renvoyant à l'enfermement identitaire des groupes d'extrême droite et les autres à essentialiser le blanc, qui était par définition, qui est par nature, un raciste postcolonial. Oui, c'est effectivement quelque chose d'important, c'est que cette question-là. Et donc, nous avions auparavant, ce que je disais précédemment, dans nos interventions scolaires, nous avions ce discours contre tous les racismes. En disant à des jeunes, par exemple, sale blanc est aussi grave que sale noir, sale arabe, et nous avions des réponses pédagogiques. Mais ceci ne nous alarmait pas trop quand nous pouvions être confrontés à d'éventuels sales blancs, et nous y avons été confrontés ici. Pour nous, c'était pas trop grave. C'est effectivement, ce qui devient beaucoup plus inquiétant pour nous, c'est à partir du moment où un discours lutte de race se substitue aux enjeux sociaux. Et ceci est en train d'émerger. C'est-à-dire qu'il y aurait un groupe social riche et pauvre non blanc contre riches et pauvres blancs. Nous voyons ces théories apparaître, et ceci nous inquiète. Alors, ça, comment l'interprètes-tu cela? Parce que c'est ça qui nous fait aujourd'hui nous poser des questions, et à partir de là, quelle réponse pédagogique devons-nous apporter? Certains participent manifestement à tenter de substituer une grille de lecture ethnique à une grille de lecture sociale. Et on se rend bien compte du danger tel qu'on l'a exprimé, cette racialisation des esprits, et pas seulement des esprits, de la société tout entière, qui est un danger qui, n'hésitons pas à le dire,
un danger du vivre ensemble, un danger contre le pacte républicain qui nous unit et qui est le support idéologique du vivre ensemble. Moi, je considère que la loi de 72 est une loi de la République, et que par définition, elle s'applique à tous. Elle n'est pas à géométrie variable. Elle n'est pas à géométrie variable, et surtout, bien évidemment qu'une association se doit de ne pas mettre sur le même plan des actes racistes à l'égard du groupe dominant, du groupe majoritaire, comme a pu l'évoquer les chercheurs de l'INED. Ça existe, et c'est à prendre en compte. Pour deux raisons. Parce que la loi, c'est ce qui dit, ce qui est le permis, et c'est ce qui dit ce qui est l'interdit. Et la loi qui s'applique pour tous n'a pas seulement qu'une vocation à la répression, c'est une vocation à réparer, et c'est très important ça, réparer la souffrance de la victime. Une victime qui, quelle qu'elle soit, qui est l'objet de propos racistes ou d'agressions racistes, supporte extrêmement mal. Bien souvent, le garde pour elle-même et ne va pas porter plainte, mais supporte extrêmement mal ces agressions racistes. Et c'est vrai que cette loi participe à réparer la victime, mais pas seulement à réparer la victime, à donner aussi un signe fort à celui qui a transgressé cette loi, le sanctionner et le réintroduire dans le corps social. C'est ça la vocation de la loi, c'est ça la vocation d'une sanction. C'est pas sanctionner pour sanctionner, c'est sanctionner pour dire attention, ça met un coup de canif au pacte républicain du vivre ensemble, et c'est aussi, une fois que la sanction est prononcée, le fait de réintroduire la personne dans le corps social. Je crois qu'on est tout à fait d'accord sur la question. Il y a effectivement deux aspects dans le travail antiraciste que nous menons. L'un contre ce racisme systémique, parce qu'il est vrai que jamais un blanc ne se fera, ou alors de façon très marginale, refuser un logement, ou, dans la société française j'entends, un logement ou un travail parce qu'il est blanc. Ça c'est une réalité, et c'est ça le racisme systémique contre lequel nous luttons. Mais il y a aussi du racisme qui peut s'exprimer autrement, et nous refusons, nous ici, devant des insultes racistes, un classement qui consisterait à considérer l'une comme du racisme et l'autre contre la haine ordinaire parce que ça vise un blanc. Nous n'acceptons pas. Effectivement, ça rejoint ce problème de cette loi qui est une loi universelle qui, dans cela, traite toutes les dérives sur un pied d'égalité. Ça n'empêche pas, effectivement, le travail fondamental contre le racisme systémique. Je crois que nous sommes d'accord. Le principe est bien évidemment de ne pas mettre sur le même plan d'analyse ce qu'est le racisme systémique de ce que peut être le racisme à l'égard du groupe majoritaire, à l'égard des Blancs, de ne pas mettre sur le même plan, mais ça ne veut pas dire pour ça de le considérer moins important ou de le considérer comme partie négligeable, pire encore, de le rejeter en disant ce n'est pas du racisme. Le MRAP a évoqué dans son texte d'orientation le racisme anti-blanc comme un avatar. Il a évoqué auparavant, très très longuement, toutes ces inquiétudes face au racisme systémique, au racisme du groupe dominant à l'égard des groupes dominés.